reprendre ces 4 grands piliers, et ce qui permettra à M. Baraka de faire après une transition sur ce qui se passera dans quelques jours à Marrakech. Le premier pilier, c'était le cadre juridique, ce qu'on a appelé l'accord de Paris, donc le texte qui a été approuvé par les négociateurs au Bourget le 12 décembre 2015. Alors après, pour ceux qui... Je suis dans des murs où normalement ce que je dis doit éveiller certains échos. Une fois que les négociateurs ont signé, ça ne s'arrête pas là. Pour transformer ce texte en une réalité internationale, une réalité juridique, il y a des procédures qui concernent d'abord la signature de l'accord, en général le fait du pouvoir exécutif, et puis ce qu'on appelle la ratification de l'accord, qui en général fait intervenir, selon les constitutions des pays, les parlementaires. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je les encourage à le faire. L'accord de Paris, il n'est pas aussi illisible que certains journalistes ont bien voulu le dire. Il est relativement court, il fait 29 articles. Et comme il est de tradition, à la fin de cet accord, il y a ce qu'on appelle les clauses d'entrée en vigueur. La clause d'entrée en vigueur de l'accord de Paris, elle est très simple. Elle ressemble à ce qui a été fait pour le protocole de Kyoto. 55 États représentant au minimum 55% des émissions globales. Et c'était ça le challenge qu'avait la présidence française de la COP21, c'était d'arriver à remplir ces conditions pour la COP22. Lorsque Mme Royal a dit qu'elle allait le faire, je dois dire qu'elle a eu plus de sourires en face d'elle, puisque le protocole de Kyoto, il avait mis 7 ans, et donc faire ça en moins d'1 an, ça semblait totalement hors de portée. Or, c'est le cas, puisque ces conditions ont été réunies. L'accord de Paris rentrera en vigueur le 4 novembre, et donc lors de la COP de Marrakech, il y aura la première réunion des parties à cet accord. Il y a 196 parties à l'accord, à la Convention climat, le dernier étant l'État de Palestine. Il y a 190 États qui ont signé l'accord de Paris, et aujourd'hui, je n'ai pas regardé ce matin, ça change tous les jours, mais aujourd'hui, il y a 81 États qui ont fait leur procédure de ratification, qui représentent 60%. Et donc on peut dire qu'on aura une bonne représentation, et surtout que c'est un record dans l'histoire diplomatique d'avoir une entrée en vigueur aussi rapide. Et je crois que voilà, ça veut dire que, pour parler de manière un peu triviale, les gens ont compris que c'était un sujet sérieux et sur lequel il fallait s'engager. Donc le premier pilier, c'était celui-là, c'était l'accord de Paris. Il est désormais fait partie de l'ordre juridique international. Il reste à faire le travail d'élaborer les règles. Ce travail, il a déjà commencé et il va se poursuivre, notamment à la COP22, mais dans les mois qui viennent, pour qu'on soit en mesure de faire le premier bilan de cet accord en 2018. Le second pilier, c'était ces contributions, ces fameuses contributions nationales. Et je crois que c'était une innovation qui ne date pas de Paris, mais qui a été lancée assez tôt. Vous savez, dans le protocole de Kyoto, on était concerné par des réductions d'émissions obligatoires que les pays développés, ce qui avait sa logique, puisqu'après tout, c'est eux qui étaient responsables pour une grande partie du changement climatique, et donc c'est eux qui avaient des obligations de réduire leurs émissions selon des calendriers qui étaient imposés. La logique de l'accord de Paris, elle est différente. Elle s'appuie sur une participation des États qui est universelle. Chacun contribue selon ses possibilités, selon la structure de son économie, selon sa volonté politique, à travers ce qu'on a appelé des contributions nationales. Et ce sont ces contributions nationales qui fixent les objectifs de réduction pour chacun de ces pays, avec des objectifs parfois globaux, parfois sectoriels. Ces contributions nationales, de mémoire, il doit y en avoir également plus de 180 aujourd'hui qui ont été déposées. Elles sont déposées sur un registre, et maintenant il convient qu'elles soient transformées en loi nationale pour que, secteur par secteur, les mesures qui ont été proposées soient déclinées et surtout elles soient mises en œuvre. Donc pour ce qui est de la France, par exemple, situation que je connais peut-être un peu mieux que les autres, on a mis en place ce qu'on appelle une loi de transition énergétique qui fixe nos objectifs jusqu'en 2030, avec un certain nombre de conséquences assez, assez lourdes en termes de transformation, en termes de transport, en termes de modification des politiques des collectivités locales.
Donc ces projets de contribution nationale, il y a déjà un travail qui a été fait pour les mettre en œuvre et soutenir certains pays à les mettre en œuvre dans les plus brefs délais, parce que c'est ça finalement qui nous permettra de tenir cet objectif d'un accroissement au maximum des 2 degrés à la fin de ce siècle. Donc premier pilier, l'accord de Paris. Deuxième pilier, ces contributions nationales qui doivent se transformer en politique sectorielle. Troisième pilier, c'est ce qui concernait les moyens de mise en œuvre. Les moyens de mise en œuvre, ce sont des moyens financiers, bien sûr, mais pas uniquement. Il y a aussi tout ce qui a trait au transfert de technologie et ce qui, dans notre jargon de négociateur, nous appelons le renforcement de capacité, c'est-à-dire, pour parler de manière plus simple, plus compréhensible, tout ce qui concerne l'éducation et la formation. En matière de finances, l'un des objectifs qui a été pris, pas à la COP 21, mais dès Cancun, vous en avez certainement entendu parler, c'était cet objectif d'avoir au minimum 100 milliards de dollars par an pour des financements climat à partir de 2020. Et donc tout le travail de la présidence française, une fois que ça a été acté, non pas dans l'accord, mais dans la décision qui accompagne l'accord, c'était de voir comment cet engagement des pays développés pourrait être mis en œuvre. Et donc nous avons travaillé à l'élaboration de cette feuille de route, puisque c'est pour 2020, alors qu'il y a certainement des collègues des ministères des Finances ici, et donc quand on leur pose la question, ils vous disent « mais oui, mais on est en 2016, donc faire des engagements pluriannuels jusqu'en 2020, c'est un peu compliqué, etc. » Les pays développés avaient pris l'engagement de dire comment ils comptaient arriver à ce chiffre-là en 2020, et c'est une partie de ce que nous avons fait en début de semaine à Marrakech pour la réunion dite pré-COP, où des rapports et des éléments ont été présentés et qui seront confirmés lors de la COP 22. En matière de renforcement de capacité, c'est aussi un point qui est important, parce que mon expérience en matière de politique de développement fait que souvent, ce qui manque, ce sont les bons projets. Ce n'est pas le financement. Quand vous avez un bon projet qui est bien construit, en général, vous trouvez des financements. En revanche, certains pays ont du mal à formuler ces financements ou ces demandes de financement d'une manière qui soit acceptable, parce que c'est vrai que c'est un peu un maquis, il y a beaucoup de canaux, les règles ne sont pas forcément les mêmes, et donc le thème du renforcement des capacités, comme celui d'ailleurs de l'accès à ces financements climat, c'est un sujet essentiel dont nos amis marocains nous avaient dit dès le départ qu'ils comptaient en faire un axe de la COP 22, et ça fait partie des sujets que nous avons essayé de travailler pour que des initiatives particulières puissent être montrées et démontrées à Marrakech. Quatrième et dernier pilier, c'est ce qu'on a appelé l'agenda de l'action, ou je dirais la participation des acteurs non étatiques. Là aussi, c'est pas une innovation, mais c'est quelque chose qui a été particulièrement mis en valeur lors de la conférence de Paris. Pourquoi ? Parce que là, c'est le fonctionnaire des affaires étrangères qui parle. Dans une négociation internationale, vous n'avez qu'un seul acteur qui compte, c'est les États. Les collectivités locales, les entreprises, les ONG, tout ça, c'est très bien, mais ça aide, ça contribue, mais ce n'est pas eux qui votent, ce n'est pas eux qui décident. Et donc, il y a toujours eu une forte réticence pour l'intégration de ces acteurs dans les négociations internationales. Et au contraire, ce qu'on a essayé à Paris, c'est de les mettre en valeur, c'est de les associer et c'est de les encourager à aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas être un grand clerc pour savoir que finalement, cette transformation du modèle énergétique, cette évolution vers un monde bas de carbone, ce seront d'abord les entreprises qui la mettront en œuvre, et ce sont souvent les collectivités locales qui, par leurs décisions en matière de transport, d'habitat, etc., pourront la favoriser. Et donc, il fallait que ces gens fassent leurs propositions, proches du terrain, ils ont souvent des innovations, ils sont souvent plus efficaces. Et puis, dernier avantage, et qui n'est pas le moindre, dans les négociations climat, c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est pas facile, on ne vote pas.
tout se passe au consensus. Donc c'est pas facile d'aboutir à un résultat optimum s'il faut mettre tout le monde d'accord. Par contre, vous pouvez avoir des gens, des États, des entreprises qui veulent aller plus loin, plus vite. Et donc tout cela, au contraire, il faut les encourager par ces coalitions, par ces initiatives volontaires à mettre en œuvre ces projets et ces solutions qu'ils proposent. C'est également, je crois aussi, la voie de l'avenir, parce que je parlais tout à l'heure de ces contributions nationales. Vous savez que si on les agrège, ces contributions nationales, on n'est pas encore à l'objectif de 2 degrés. Ça veut dire que ces contributions nationales doivent être révisées à la hausse, que les ambitions doivent être plus grandes. Et les États, et c'est tout à fait normal, ils ont été un peu conservateurs dans leurs propositions. Et que finalement, ce qui va les aider à être plus ambitieux, à proposer des contributions nationales de meilleure qualité, c'est quand ils verront que finalement, certaines solutions technologiques sont abordables au niveau financier, que c'est soutenable et que c'est tout à fait faisable tout en assurant un service de qualité aux populations. Donc vous savez par exemple qu'il y a eu, et ce n'est pas directement dans les négociations climat, il y a eu un accord très important qui a été trouvé sur les produits particuliers qui servent à la réfrigération, ces gaz qu'on comprime et qui permettent d'obtenir du froid. Et donc, ça, c'est une initiative particulière pour un secteur particulier qui devrait nous faire gagner, selon les experts, 0,5 degrés. Vous voyez qu'il y a des initiatives également qui ont été prises dans le domaine du transport aérien. Le transport aérien n'est pas traité dans la Convention climat. Pour la première fois, ils ont dit qu'ils allaient stabiliser. Alors ils ont dit qu'ils allaient aussi compenser un certain nombre de leurs émissions, c'est pas autant qu'on aurait souhaité, mais tout ça, ça montre qu'à travers ces coalitions, à travers ces initiatives, des entreprises, des secteurs, des villes, des ONG, des citoyens, eh bien on obtient un agrégat qui nous permettra de tenir notre objectif. Il y a, et je terminerai là-dessus, il y a 4 coalitions sur lesquelles la présidence française s'est particulièrement impliquée, parce qu'elles ont été lancées au plus haut niveau à Paris et sur lesquelles nous savons que la présidence marocaine prendra la suite. L'initiative africaine pour les énergies renouvelables, parce qu'évidemment l'accès à l'électricité est primordial pour le développement des pays, et donc c'est une demande forte des pays africains. Autant le faire de la meilleure manière vis-à-vis du climat qu'il est possible de le faire. La coalition pour un prix du carbone, parce que là aussi ceux qui ont fait de l'économie et sans être pédants, vous savez que l'une des difficultés, c'est que les externalités qui sont causées par les gaz à effet de serre, on n'arrive pas à les prendre en compte dans l'économie. L'une des manières de le faire, c'est de donner un prix, de donner une valeur. Et donc, la Banque mondiale anime un groupe de travail qui met en place des politiques, qui encourage les gens à les appliquer. Beaucoup d'entreprises, maintenant, dans leur choix d'investissement, utilisent déjà des prix internes parce qu'ils prévoient que la contrainte sur le carbone sera importante. Une initiative également importante et dont on ne parle pas souvent parce que sans doute qu'on ne fait pas l'effort nécessaire, c'est ce qu'on appelle la mission innovation. Une partie des solutions viendra aussi de la recherche. Et donc là, c'est l'idée que les recherches en matière d'énergie propre soient doublées d'ici 2050. Et enfin, la dernière, l'Alliance solaire internationale, qui est une alliance solaire qui est portée essentiellement par l'Inde, qui est à l'origine de cette initiative et qui veut un petit peu, par un effet d'échelle, diminuer encore le prix de cette énergie et le Maroc, là aussi, a lancé un programme ambitieux en la matière, aura certainement des expériences à partager. Donc je crois que voilà, l'objectif principal de la COP 21, vous savez qu'un peu bizarrement, on va jusqu'au premier jour, enfin la première heure de la COP suivante, ça a été de fixer ce cadre. Ce cadre, on l'a. D'essayer de favoriser donc l'entrée en vigueur, parce que c'est ça finalement qui fait que maintenant le mouvement est irréversible, de commencer à travailler sur les règles et que la COP 22 pourra, elle, se focaliser sur les actions et la mise en application concrète. Voilà, Madame la Présidente, ce que je souhaitais dire.